Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs de la RPA, bonjour ou bonsoir, c'est l'endroit d'où vous nous captez. Bienvenue dans ce rendez-vous du journal, présenté par Bob Ruburika. Dans quelques secondes, les principaux titres de ce journal. « 27 élèves du lycée de Kilemba, Ngozi, testés positifs au Covid-19 depuis ce lundi. Il y aurait négligence des responsables de cet établissement. Mauvais leadership et mauvaise gouvernance, c'est le diagnostic d'un ancien vice-président de la République suite au classement du Burundi à la tête des pays les plus pauvres du monde. Arrestation ce mercredi en province Makamba de l'enseignant accusé de harcèlement sexuel et du viol à l'endroit de l'une de ses élèves. Dans quelques instants, le développement de ces titres. Ouvrons ce journal par la page santé. 27 élèves du lycée de Kilemba Ngozi testés positifs au coronavirus depuis ce lundi. La négligence des autorités du dit établissement en serait à l'origine. Le point avec Dani Claire Ilasrumva. Avant la rentrée scolaire du troisième trimestre, le président Évariste Ndayishimiye avait ordonné que tous les élèves internes présentent un certificat médical prouvant qu'ils ne sont pas porteurs de la Covid-19 avant d'être autorisés à regagner les dortoirs. Mais certains directeurs ont passé outre cette injonction. C'est notamment le cas du lycée Kilemba Nord qui compte aujourd'hui une vingtaine d'élèves contaminés par les collègues qui n'ont pas passé les tests. Ce lundi, il y a eu une vérification des certificats et c'est alors avéré que des élèves n'en avaient pas. On les a alors testés et les résultats sont revenus positifs. Il a été ensuite décidé de tester tout l'établissement. Le premier jour, 23 personnes ont été testées positives. Le deuxième jour, il s'est ajouté 6 autres. Parmi les 29, 27 sont des élèves. Quant aux 2 autres, il s'agit du préfet des études et du groupe. Ce mercredi, un élève externe a lui aussi testé positif à la COVID-19, ce qui ramène à 30 le nombre de cas positifs recensés en 3 jours. Pour le moment, certaines mesures ont été prises pour limiter la propagation. C'est notamment l'isolement des élèves internes. Quant à ceux qui sont externes, ils ont été sommés de se confiner à leur domicile jusqu'à leur remission. Inquiets, les parents des élèves qui étudient à cette école appellent les autorités à plus de vigilance. Et puis, page et droits de l'homme de ce journal, le directeur de l'école technique et secondaire de Bissoro en province Moaro, accusé par les enseignants et les parents d'élèves de cette école d'abuser sexuellement les enfants dont il est responsable. Le cas le plus récent est celui d'une fille de l'année terminale qu'il a engrossée après l'avoir contraint de quitter l'internat pour loger chez lui. Les enseignants et les parents d'élèves victimes de ce comportement indécent demandent à la justice de sévir, surtout que ce même directeur a un autre dossier de ce genre qui est toujours pendant devant les juridictions à Moaro. Le point avec Dani Claire Ilasrumva. Ce directeur de l'école technique était Bissoro, accusé d'abuser sexuellement certaines filles de cette école, qui s'appelle Grégoire Nyonitigiye. Le cas le plus récent des victimes de ce comportement indécent est celle d'une fille de la 3e année terminale qui vient de mettre au monde. Selon un des parents des élèves de l'école Bissoro, la victime a d'abord été convaincue par le directeur Grégoire Nyonitigiye de quitter l'internat pour loger chez lui. La fille en question était en année terminale. Une fois enceinte, il a quitté l'internat et a aussitôt emménagé chez son directeur. Il l'a mis au monde pendant les vacances. Il a eu son diplôme et grâce à la pression de sa famille, il a bénéficié d'une certaine somme d'argent de la part de ce directeur. Ce dernier a également été obligé de faire enregistrer le nouveau-né dans la commune en tant que son propre enfant. Le frère de la victime a dernièrement porté plainte contre ce directeur, mais il n'y a pas eu de suite. Récidiviste, le directeur en question agirait de la sorte, car intouchable, grâce à ses relations haut placées.
En effet, il y a 2 ans, ce directeur a été accusé d'avoir abusé sexuellement une fille de son établissement. Mais paradoxalement, c'est la partie plaignante qui a été sanctionnée. La victime ainsi que 3 témoins à charge, dans la doyenne de l'école et le directeur d'internat d'alors, ont été chassés de cet établissement. Soutenues par certaines organisations de défense des droits des enfants, les victimes ont porté plainte contre ce directeur, mais le dossier relatif est resté dans les tiroirs du tribunal de grande instance de Ngaro. Les enseignants et les parents des élèves de l'ETSBisoro déplorent l'inaction de la justice et des responsables de l'enseignement dans cette province. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre l'actuel directeur provincial de l'enseignement à Ngaro, mais sans y parvenir. Et puis au chapitre des abus sexuels commis dans les établissements scolaires, arrestation ce mercredi d'un enseignant du lycée communal Shalom de Nyanzarake, accusé d'abuser sexuellement une de ses élèves, prise en flagrant délit. Ce dernier avait passé en prison un laps de temps. Selon nos sources, c'est le procureur de Makamba qui se serait lui-même chargé de cette arrestation. On était salué par les parents d'élèves et enseignants. Une courte pause et nous entamons avec la rubrique gouvernance. RPA. Le Burundi est classé premier pays le plus pauvre du monde à cause de la mauvaise gouvernance que le régime a mis toujours en place. C'est l'avis de Frédéric Bamvuyumvila, ancien vice-président de la République. Pour ce politique, seul le changement de comportement des autorités du Burundi pourrait améliorer la situation. Suivez. La première raison, c'est que nous avons une mauvaise organisation de l'État. Le deuxième élément, c'est que en donnant du travail, ils ne considèrent pas des compétences. Le deuxième élément, bien entendu, c'est le parti politique. Les partis politiques, ce sont des organisations dans ces conditions qui viennent renflouer des personnes qui viendront chercher du travail. Non pas parce qu'ils sont acquis à cette idéologie, mais parce qu'ils cherchent du travail. Parce que l'objectivité dans l'octroi du travail n'est plus là. Il faut avoir la carte, il faut savoir l'hymne du parti pour que tu aies du travail. Et dans ces conditions, il n'y aura pas de production. Le troisième élément, nous avons des États qui sont rongés jusqu'à la moelle des os par la corruption. À la base, comme au sommet, c'est la corruption. Et maintenant que la situation est ainsi, la conséquence est très simple, c'est que à la base, il n'y a pas d'activité productrice, il n'y a pas des activités qui génèrent des revenus, il n'y a pas de production à la base. Alors comme conséquence, il va y avoir une petite poignée de gens qui va démesurément s'enrichir et à la base, 99% de la population qui va se vautrer dans la misère. Et voilà, les conséquences, c'est ce que nous sommes en train d'observer aujourd'hui. Pratiquement, c'est l'État qui tombe en faillite. Et on ne le dira pas, mais ce sont des expressions du genre qui nous le disent, qui nous informent sur l'état de santé de notre pays. Évidemment, quelles sont les solutions? Les solutions, il faut que le parti au pouvoir se ressaisisse. S'il veut continuer à diriger le pays, il faut changer de comportement. S'il ne change pas de comportement, la situation risque de s'empirer. Page gouvernance, toujours. Les habitants des collines Kigwat 1 et 2 de la zone Rukaramo en commune Mutimbuzi accusent l'ancien chef de zone de l'aile avoir volé leurs contributions, des contributions que ces habitants affirment avoir données pour louer une machine qui allait permettre le redressement de la rivière Manda, le point avec Loge Cuisera. Les habitants de Colline Kigwate et de ne décorèrent pas. Et pour cause, ils sont menacés par les eaux de la rivière Manda, alors qu'ils ont contribué depuis novembre 2020 pour les travaux de canalisation de cette rivière. Selon nos sources, ces contributions étaient destinées à la location d'une machine appropriée afin de protéger les ménages de la place. À cette époque, l'administration avait fait savoir que le coût de ces travaux était estimé à 3 500 000 francs burundais. Cet habitant de la zone Rukaramo nous parle de comment cette collecte était organisée. Nous avons 22 églises et chaque église devrait contribuer à hauteur de 50 000. Les propriétaires de machines décortiqueuses et ceux qui possèdent des moulins payaient 100 000. Les machines sont au nombre de 13, à savoir 7 décortiqueuses et 6 moulins. Pour les boutiques et les restaurants, la contribution était de 15 000 francs. Les petites boutiques, communément appelées ou zembourées, contribuaient 5 000 francs burundais. Et chaque ménage donnait
une contribution de 1000 francs burundais. En plus de ces habitats, d'autres bienfaiteurs ont contribué pour le même effet. Et ces habitats de regretter que, malheureusement, les autorités ont pris à la légère cette menace au détriment de la population locale. Il y a d'autres individus qui avaient accepté de contribuer également. Certains vivent à Rukaramu et d'autres sont des natifs qui vivent dans d'autres localités. Les contributions de ces derniers variaient entre 100 000 et 500 000. Même la direction de l'aéroport nous a prêté main forte en émanant une machine lors des travaux communautaires. Mais malheureusement, les administratifs ne se sont pas suffisamment impliqués, ce qui fait que nous sommes retournés à la case départ. Déportés, les habitants de Rukaramu demandent aux autorités habilitées de revenir en aide avant que la situation ne dégénère. Ils exigent en outre la restitution de tous ces fonds qui auraient été détournés par l'ancien chef de zone à la personne de Leonidas Nibigira. La direction de la EPA n'est toujours pas parvenue à joindre Deogracias Sanganiyumwami, ministre des Infrastructures, des Équipements et des Logements sociaux. Parlons travaux publics à présent. Les usagers de la RN3 sur le tronçon Gitaza-Rumonge demandent au gouvernement du Burundi d'entamer les activités de réhabilitation de cette route dans les plus brefs délais. Ces usagers craignent que cette route ne soit coupée d'un moment à l'autre. Les détails avec Elvis Nyomungere. Les usagers de la RN3 sur le tronçon Rumonge-Gitaza indiquent qu'actuellement, les lavés continuent de se creuser sur la dite infrastructure. Cet habitat de la province de Rumonge décrit une partie se trouvant sur le tronçon Rumonge-Gitaza où elle avait s'agrandi petit à petit, ce qui par conséquent rend difficile l'application sur cette route. Il y a un ravin à Gatolorongo, juste au milieu de Rutunga et Gitaza, sur le tronçon Rumonge-Gitaza. Il s'agrandit petit à petit et il reste une petite partie en bon état. Les véhicules y passent difficilement car ils sont obligés de passer sur la partie qui est en bon état et si rien n'est fait, la route va se couper en deux. Les usagers qui passent dans cette route à pied ou à bord des véhicules ont vraiment peur de faire des accidents. Au moment où l'agence routière du Burundi avait annoncé en date du 26 janvier 2021 sur son compte Twitter que le financement de la base destiné à la réhabilitation du tronçon Rumonge-Gitaza était déjà disponible, les usagers de cette route s'étonnent de la lenteur qui s'observe dans le démarrage des activités. Concernant la réhabilitation de cette route, nous voyons des véhicules de la CGS Satom qui viennent pour faire seulement des mesures, lesquelles mesures avaient été faites même avant. Et nous avons entendu que la banque qui avait accepté de financer la réhabilitation de ce tronçon a déjà donné l'argent. Nous ne comprenons pas donc pourquoi les activités proprement dites tardent à commencer. Ce ne sont que des paroles car les actes ne sont pas visibles. Vous saurez que la Banque africaine de développement avait accepté un don de 66 150 000 $ américains pour financer la réhabilitation du tronçon Rumonge-Gitaza sur le côté burundais, ainsi que Kabingo, Kasulu, Manyovu sur le côté tanzanien. La RPA n'a pas pu joindre le docteur ingénieur Régis Mawenayo, directeur de l'agence routière du Burundi, pour qu'il s'exprime à ce sujet. Et puis, à propos de ces infrastructures de l'État, le ministre des Infrastructures, de l'Équipement et des Logements sociaux explique que l'absence des projets de construction et de réhabilitation des routes dans le passé était consécutive au manque de moyens financiers et des experts en la matière. Lors de la présentation du bilan des réalisations de son ministère ce jeudi, Deogracias Nsanganiyumwami fait savoir qu'actuellement, le gouvernement a reçu des fonds suffisants pour la réhabilitation de la quasi-totalité de ces routes. Lors de l'exécution de ces travaux, nous nous sommes hérités au problème des enjeux qui ne sont pas en quantité suffisante, mais aussi au niveau du personnel et des ingénieurs aussi qui ne sont pas au nombre suffisant. Mais comme vous l'avez entendu, c'est que pour l'année qui va venir, 2021-2022, cette question a été saisie au fond par le gouvernement du Burundi, d'autant plus que le gouvernement a beaucoup majoré le budget qui était alloué au service
de l'agence sectorielle du Burundi. Vous avez entendu parler qu'au niveau des subsides salariales, ça va passer de 1 milliard à 2 milliards, et au niveau des fonds pour l'effectuation des travaux pour l'entretien du réseau national routier, et le budget va passer de 8 milliards à 28 milliards, ce qui fait que, c'est-à-dire que beaucoup de travaux du réseau national routier seront exécutés sans problème. Au sujet des sociétés qui construisent des routes éphémères suite à des pratiques de corruption, Deogracias Nsangani-Umwami indique que le gouvernement a opté d'en construire de très durables, mais en nombre restreint. Et pour la question de savoir si le Sogea-Satom, c'est une question très difficile, mais aujourd'hui, l'orientation du gouvernement, c'est vraiment de faire des routes très solides. Ça ne sert à rien de faire une centaine de kilomètres d'une route qui sera démolie à moins de 2-3 ans, autant faire 50 kilomètres qui va durer au moins 20-30 ans. Et pour les 50 autres qui ne bénéficient pas d'un financement, le gouvernement est là pour négocier un autre financement pour compléter les kilomètres qui n'ont pas bénéficié de ce financement. Gouvernance toujours dans ce journal. Les habitants du quartier Mutakura, zone Chibitoke à mairie de Bujumbura, dénoncent la collecte illégale des fonds par le chef de ce quartier sous forme de commission sur la location des maisons d'habitation et boutiques. Son métier de commissionnaire récemment suspendu par le ministre de l'Intérieur serait la principale cause de la déstabilisation des commerçants et des populations et des activités de la population dans cette localité. Le point avec Eric Nyonzima. Après que le ministre de l'Intérieur, du Développement et de la Sécurité publique ait suspendu le travail des commissionnaires, le chef du quartier Mutakura, zone Chibitoke à mairie de Bujumbura, Adel Ndikuman, s'est arrogé le droit de continuer cette activité. Selon les habitants du quartier Mutakura, ce genre de commission entrepris par cette autorité administrative serait la principale cause de la flambée des prix des denrées alimentaires dans les boutiques et de la hausse des prix de location des maisons d'habitation. Il est le seul commissionnaire dans ce quartier. Il est toujours présent en cas de location des boutiques et des maisons d'habitation. Il exige une commission allant de 30 à 50 000 francs burundais pour une maison louée à 100 000 francs. Celui qui refuse d'obtempérer à ces exigences fait objet de menaces. Les propriétaires de boutiques sont contraints de payer une sorte d'amende illégale. Quant aux locataires de maisons d'habitation, ils sont menacés d'être jetés dehors. Cette population du quartier Mutakura demande à leur chef de quartier d'arrêter de s'ingérer dans les affaires de location des maisons. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre Adel Ndikuman, le chef du quartier Mutakura, mais sans y parvenir. Page gouvernance toujours. Après l'arrestation et l'incarcération au service national de renseignement ce mardi de Jean-Claude Gahitira, ancien président de l'association Urunani Wabakokai, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique vient de sortir une invitation à un entretien pour ce vendredi avec les représentants des rabatteurs. Sont alors conviés à cette réunion les deux parties en conflit, à savoir l'ancien président Jean-Claude Gahitira et l'ancien président de la commission de suivi Jean-Claude Ndouimana, ainsi que Lewis Nyongabo et Léonard Sabushimike, respectivement président et vice-président contestés. Selon le ministre Gervain de la Kobucha, l'entretien sera conduit par la direction des affaires administratives, juridiques et politiques compte tenu de l'importance de cette association. Une courte pause et nous entamons la rubrique économie. Certains habitants de la province de Bubanza réclament des explications sur les nouveaux tarifs de l'eau et de l'électricité dans cette localité. Selon eux, ces derniers mois, des factures de la Régie des eaux sont exorbitantes. Les détails avec Aimable Nishimwe. Les habitants ne comprennent pas pourquoi, ces derniers jours, les factures de la Régie des eaux sont exorbitantes alors que les employés qui étaient accusés de détournement ont été démis de leurs fonctions. Les habitants sont dans une désolation parce qu'ils sont en train de subir le contraire de ce qu'ils attendent. Les factures d'eau et de l'électricité continuent d'augmenter alors qu'on a remplacé les agents qui faisaient des magouilles et des fermetures de la Régie des eaux. Le plus étonnant est que même ces nouveaux employés ont une stratégie d'opérer que nous ne comprenons pas. Et quand nous demandons les explications aux responsables de la Régie des eaux au niveau de la province, ils nous répondent qu'il faut chercher le problème dans nos ménages juste pour se débarrasser de nous. Ces prix excessifs empirent la situation économique de la population qui est déjà dans une pauvreté extrême. Seulement cet habitant de Bubanza.
Le constat est qu'ils ont changé les facteurs de payer juste pour continuer à extorquer de l'argent au petit peuple. On nous donne des facteurs très élevés alors que nous sommes déjà dans la pauvreté, au point qu'il est même difficile de trouver de quoi mettre sous la dent. De plus, ces factures qu'ils nous présentent ne correspondent pas aux consommations. Nous sommes dans la confusion car nous ne savons pas si les prix de l'eau et de l'électricité ont été augmentés ou non. Nous n'avons entendu aucun communiqué à la radio concernant ce changement. Ces habitants de Bubanza indiquent également que ces factures augmentent au moment où que certains d'entre eux ont réduit l'utilisation de l'eau et de l'électricité. L'exemple illustratif est celui du coût de l'électricité. Les factures nous parviennent tous les 2 mois. Un index pour l'électricité coûte 82 francs burundais. Pour celui qui avait consommé 70 index, il a payé 5 740 francs. Il a payé 5 740 francs. Mais pour le moment, la même personne a consommé 62 index, donc sa consommation a diminué, ce qui veut dire qu'il devrait payer moins qu'avant. Mais à notre grande surprise, cette personne peut plus de 9 000. Ça, c'est quel genre de comptabilité? Selon ces habitants de la province Bubanza, les administratifs saisissent leur demande d'aller vérifier si le problème ne vient pas de leur compteur ou de leur câble électrique. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre les responsables de la régie des eaux pour d'éventuels éclaircissements. Hors de nos frontières à présent pour parler des réfugiés burundais. Le secteur de l'éducation est l'un des sphères qui se portent à merveille au camp des réfugiés de Mahama au Rwanda. Jean Bosco Kwibisate, le représentant de ce camp, certifie que depuis l'an 2016, différentes ONG ont contribué à la construction de beaucoup d'établissements aux réfugiés. Il précise également que les élèves burundais vivant au camp de Mahama assistent sans difficulté aux cours au point qu'ils en ont même obtenu d'excellents résultats aux examens d'État. Suivez. Pour ce qui est de l'éducation, nos enfants étudient normalement. Les premières écoles ont commencé à ouvrir leurs portes en 2016 grâce au soutien du ministère de l'Éducation, du Rwanda et de l'ADRA. Ces 2 institutions nous ont permis d'avoir à peu près 119 salles de classe. Nous disposons de 5 établissements au paysanat et un établissement satellite. Nous avons 3 écoles maternelles à Bignoni, c'est-à-dire à Mahama 1, 2 et 3. Les enfants étudient vraiment et ils reçoivent régulièrement le matériel scolaire. Nous remercions d'ailleurs nos enfants qui poursuivent très bien les études. Leurs résultats sont satisfaisants car nous avons même un enfant qui a obtenu 100% à l'examen national. Le responsable de ce camp indique qu'il y a encore quelques lacunes, notamment le manque d'université pour les élèves qui terminent le cycle secondaire. Il demande également aux chargés de l'éducation de voir comment augmenter le nombre des enseignants et de créer des sections jusque-là inexistantes. Le problème que nous avons jusqu'aujourd'hui est qu'on n'a pas des universités, mis à part d'AFI, qui donne quelques places pour nos enfants, mais nous remercions la Maison Shalom qui a donné la chance à nos enfants et ont pu poursuivre leurs études à l'université. Certains parmi eux ont même obtenu leur licence. C'est une occasion de demander l'augmentation de l'effectif des enseignants dans les écoles secondaires car ceux qui ont déjà terminé l'université et qui ont des diplômes d'équivalence peuvent prêter comme enseignants. Jean Bosco Kwibisate exprime sa gratitude à toutes les organisations qui ont participé à la réussite du secteur éducatif au camp de Mahama, sans oublier le Rwanda qui les héberge. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition. Merci vous tous pour votre aimable écoute. Merci à la cabine technique et à l'équipe rédactionnelle. Prochain rendez-vous, ce sera demain à la même heure. Et d'ici là, portez-vous bien et soyez prudents.